Journaliste, Mikhail Ivanovitch, pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences de l'annulation de 26 décisions par le Présidium de la Cour suprême? Quelles seront les mesures prises par le législateur ou par le système judiciaire russe, et que va-t-il se passer ensuite? Mikhail Trepashkin, c'est une très bonne question, car elle renvoie précisément aux mesures concrètes qu'il convient de prendre. Tout d'abord, lorsqu'il est reconnu que le placement en détention a été illégal, la personne concernée a droit à une réparation pour cette période. C'est le premier point. Ensuite, il faut soulever la question de la responsabilité de ceux qui ordonnent sans discernement le placement en détention et enferment les gens derrière les barreaux. Je tiens à rappeler qu'en 2008, il existait déjà plus de 40 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté l'illégalité de détention prononcée pour des motifs purement formels. Depuis 2008, ce nombre a encore augmenté de plus d'une centaine. Autrement dit, il y a désormais bien plus d'une centaine, voire plus de 200 arrêts de la Cour européenne établissant que notre législation, et surtout son interprétation, n'évolue pas, et que des personnes continuent d'être placées en détention de manière injustifiée. En conséquence, les agents publics doivent être tenus pour responsables. Par exemple, lorsqu'un policier place illégalement quelqu'un en détention, il peut encore être poursuivi. Mais s'agissant des juges, ils ne sont jamais inquiétés. Et même la question de leur responsabilité n'est pas posée. Cela conduit à des violations des droits fondamentaux. Pour eux, cela devient la norme. Enfermer quelqu'un derrière les barreaux, même si sa famille souffre, même si de jeunes enfants restent sans soutien, peu importe. Et personne ne leur demande de compte. Voilà, en substance, comment ils raisonnent. Si, en revanche, on commençait à leur demander des comptes et à engager leurs responsabilités, je pense qu'ils réfléchiraient davantage, et de telles décisions arbitraires cesseraient. Cela démontre aussi que l'on est souvent face à des affaires montées de toutes pièces. En général, les placements en détention interviennent dans le cadre des affaires de ce type. Lorsque l'affaire n'est pas montée, les juges peuvent encore l'examiner attentivement. Mais lorsqu'il s'agit d'une affaire montée de toutes pièces, la détention est prononcée sans hésitation, car ils savent parfaitement que personne ne leur demandera de compte. Journaliste, une autre question, l'annulation de ces 26 décisions par le Présidium de la Cour suprême pourra-t-elle constituer un motif pour un réexamen au fond du jugement, en tout ou partie? Sur la base de faits nouveaux ou de circonstances récemment découvertes? Mikhail Trepashkin, à mon avis, bien sûr, cela constitue un motif de révision, car, si une personne a été détenue de manière illégale, elle n'a pas pu se défendre efficacement. Et un tel jugement ne peut jamais être considéré comme légal. C'est la position du droit international, y compris de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Convention européenne. Mais chez nous, il y a des pratiques particulières. Nous avons ce qu'on appelle la stabilité des décisions judiciaires, selon laquelle un pourcentage minimal de jugement est annulé, afin de montrer que les juges sont compétents. Et ainsi de suite. Je tiens cependant à préciser que ce n'est absolument pas le cas. J'ai des milliers d'exemples de juges totalement incompétents. Et des décisions similaires continuent d'être rendues. Selon notre code de procédure pénale, toute violation de la Convention européenne des droits de l'homme constitue un motif de révision d'un jugement. Mais la Cour suprême a interprété que la révision n'est possible que lorsque sont affectés les aspects de l'accusation, c'est-à-dire les violations de l'article 6 de la Convention. Dans ce cas, le législateur aurait dû indiquer que la révision n'est possible que si l'article 6 est violé, les autres ne devant pas être pris en compte. Mais ils disent, non, nous prenons en compte toutes les violations, mais... Malgré le constat de la Cour européenne, ils n'annulent pas le jugement, prétextant que cela ne concerne apparemment pas l'essence de l'accusation. Si la personne a été battue et qu'on lui a extorqué des aveux, cela ne constitue pas un motif de réexamen du jugement. Elle se serait incriminée elle-même. Si elle a été détenue et n'a pas pu présenter même la moitié des éléments de preuve, et qu'elle a été condamnée sur la base d'hypothèses incertaines, cela ne constitue pas non plus un motif de révision du jugement. En revanche, dans le cas, comme pour l'affaire B, dont le dossier a été injustement classé secret, le jugement peut être réexaminé. Alors, une procédure de révision a été effectuée, et la même décision a été rendue, et c'est tout. Au moins, le réexamen a eu lieu. Tous les autres points, malheureusement, ne sont pas pris en compte. Il faut soulever cette question au plus haut niveau, en mobilisant justement l'opinion publique. Il s'agit de faire appliquer la lecture du code pénal selon laquelle toute autre violation de la Convention doit constituer un motif de réexamen du jugement. Dans ce cas, en vertu de l'article 5, le maintien prolongé en détention constitue, à mon avis, un motif de révision du jugement, d'autant plus que cette détention a été reconnue illégale. Journaliste, par exemple, la question de la révision des affaires pénales au titre de l'article 5 de la Convention a-t-elle été soulevée devant la Cour constitutionnelle? Mikhail Trepashkin, à ma connaissance, il n'existe pas de décision ou d'ordonnance de la Cour constitutionnelle indiquant que seules les violations de l'article 5 de la Convention sont prises en compte, et que les autres ne le seraient pas. Je sais qu'il y a eu des refus au titre de l'article 413, mais il ne précisait rien de concret.
C'est un peu comme chez nous concernant le rôle du défenseur aux côtés de l'avocat, on pourrait le formuler de façon abstraite ou concernant les assistants du procureur, qui ne représentent pas les intérêts de l'État de manière appropriée. Parfois, ces assistants se présentent avec un niveau de formation très faible, sans pratique, ne comprennent même pas de quoi ils parlent, et pourtant ils demandent, au nom de l'État, une peine, parfois jusqu'à 15 ans, sans aucune motivation. Chez nous, il est clairement établi que les fonctions du ministère public, en particulier la représentation de l'accusation devant le tribunal, incombent au substitut du procureur et au procureur supérieur, et pas aux assistants. Pourtant, les assistants sont présents partout. Et lorsque l'affaire a été portée devant la Cour constitutionnelle, il a été dit à peu près ceci. Une requête avait déjà été déposée auparavant, mais rédigée de manière générale, et la Cour a confirmé que la présence d'un assistant du procureur était admise. Or, un assistant du procureur peut intervenir devant un juge de proximité pour représenter l'accusation dans des affaires mineures. Mais dans les affaires graves ou particulièrement graves, où se joue le sort d'une personne, un assistant ne devrait pas intervenir. Le procureur, simplement, ne veut pas se déplacer au tribunal. Il estime qu'il peut se contenter de signer quelques documents et n'a pas besoin de représenter l'État ailleurs. Cette pratique est déjà bien établie et apparemment acceptée. L'assistant est toujours à sa disposition pour le représenter au tribunal, avec qui il peut discuter des questions judiciaires et trouver un compromis. C'est pourquoi la situation perdure. Prévoyez-vous de saisir la Cour constitutionnelle sur ce sujet? L'idée est là. Nous allons travailler sur cette question et tout coordonner, car nous disposons de motifs pour saisir la Cour constitutionnelle si le jugement n'est pas réexaminé. Il faut simplement formuler les choses de manière précise et claire, afin d'éviter toute incertitude, comme pour de nombreux autres aspects que je viens de mentionner. La préparation avait été insuffisante, c'est pourquoi cela s'est passé ainsi. Et où se trouve actuellement Grigori Grabovoï? En Russie ou à l'étranger? Je ne vais pas répondre à cette question pour le moment. Il se consacre à des activités scientifiques. Où et comment? Cette question reste en suspens. C'est juste pour savoir, en Russie ou en Occident. Je ne peux pas le dire.